Bonjour, bonjour à tous. Merci infiniment de votre fidélité à notre émission Au fil des pages sur Studio Qualita. Et aujourd'hui, une découverte pour certains d'entre vous, d'autres la connaissent déjà, je sais, parce qu'on m'a convaincu de lire ce livre au cours d'une conversation. Je reçois Rachel Darmon. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'autant que vous venez de loin, que vous allez repartir loin. Et croyez que je suis consciente de ce que ça signifie. Je vous en remercie encore plus. Alors vous êtes là pour nous parler de ce livre qui fait beaucoup parler, dont on voit la première de couve derrière vous, Le gâteau de Varsovie, paru aux éditions Folie d'encre. Avant que nous parlions de ce livre, Rachel, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous. Vous avez remarqué qu'en vous invitant, je ne vous ai pas posé de questions sur qui vous étiez, parce que j'aime beaucoup la spontanéité dans l'émission. Et donc, je vais apprendre en même temps que nos auditeurs qui est Rachel Darmon. Alors, d'abord, c'est Rachel Markovitch qui s'est mariée il y a très longtemps, il y a 30 ans, avec Yoni Darmon. Je suis née à Paris, j'ai fait mes études à Paris jusqu'au bac. Et j'étais dans un mouvement de jeunesse, le Abonim Dror. C'est là-bas que j'ai rencontré pas mal d'amis, que j'ai fait des voyages en Israël. Et à 18 ans, après le bac, je suis venue étudier à Jérusalem au Machon, les Madricher Chutz Laaretz. En fait, c'est pour les cadres, les futurs cadres des mouvements de jeunesse. Et voilà, j'ai continué donc en France 2 ans et je suis revenue en Israël, j'ai fait mon aléa et donc je suis ici depuis 30 ans. Et j'enseigne le français dans un lycée artistique, le lycée de Thelma Yellin. J'ai enseigné aussi à l'université, j'ai fait des études. J'ai 3 enfants et voilà, j'habite dans le nord, donc dans un petit village binyaminien, très pittoresque et connu. Écoutez, tout ça est très sympathique et parle bien sûr à beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'a pas tous le même parcours, mais on a celui de l'Alia, ce moment précis. Et alors, je voudrais maintenant savoir quand vous est venue l'idée de ce livre que j'ai tellement aimé. D'abord, merci. C'est vraiment, je suis contente de rencontrer une lectrice qui a aimé le livre. Qui tellement... vous ne seriez pas là autrement. En 38 ans, j'ai jamais invité quelqu'un pour le démolir. Je laisse ça aux autres. Non. Là, on fait des découvertes, on se fait plaisir. Alors, écoutez, j'ai toujours flirté avec l'écriture. Donc, j'ai toujours un roman en cours ou quelque chose, mais c'est très dur de se faire publier. Donc, j'ai eu une idée d'écrire. Je voulais d'écrire un personnage en parlant du corps de ce personnage. C'était vraiment une sorte de... Je voulais une technique aussi littéraire, ne pas décrire la personnalité, mais vraiment comme des fragments. Le nez de cette femme, les seins, les yeux, l'oreille. Et l'idée, c'était de découvrir son personnage à travers le corps. Et dès que j'ai commencé à parler du corps, ça m'a ramené à mon enfance. Le corps nous suit depuis pas mal de temps. L'enfance, ça m'a ramené à ma grand-mère. Et je me suis retrouvée en fait très vite avec 2 textes différents, des souvenirs d'enfance, un peu comme le petit Nicolas, et avec ma grand-mère très très prépondérante, et ces récits de corps. Et là, en parlant avec mon mari, il m'a dit écoute, tu mets tout ensemble et puis tu fais un texte. Et c'est comme ça qu'est né le gâteau. Justement, cet enfant dans votre livre, c'est Anna. Déjà, je peux rayer une question que je voulais vous poser, puisque maintenant nous savons pourquoi Rachel Darmon parle de la Pologne et du gâteau de Varsovie, c'est qu'elle s'appelait Markovitch. Donc, effectivement, est-ce que dans votre vie, dans votre enfance d'abord, est-ce que dans votre vie, votre famille a parlé de ce qui s'était passé Alors, j'en parle beaucoup en fait dans le livre, c'est que mon père, qui était aussi, donc ses parents étaient polonais, mais je ne les ai pas connus vu qu'ils ont été assassinés à Auschwitz. Donc lui était un enfant pas caché. Il n'a pas été malheureusement dans une structure comme l'OSE, donc il a été seul. Lui en parlait énormément. Et bizarrement, ma mère, qui a été sauvée avec toute sa famille, mais qui ont été aussi cachés, eux n'en parlaient pas, parce que face à la douleur de mon père qui était vraiment seul, c'est mon père qui en parlait. Et ma grand-mère n'en parlait pas beaucoup. Dès qu'elle évoquait sa famille qui venait de Vilno, elle avait les larmes aux yeux, mais eux, ils ont été cachés. Mais oui, c'était très, très présent, en fait. Donc vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler, mais bizarrement, je ne savais pas que j'étais ce qu'on appelle Dorchéni. Si vous voulez, en Israël, moi, j'ai toujours cru que c'était mon père, le Dorchéni, parce que lui n'était pas dans les camps. Et un jour, comme ça, j'ai eu, comme on dit, vous savez, la Simone est tombée. Et j'étais avec un ami plus jeune que moi. Il m'a dit, mais toi, en fait, tu es ce qu'on appelle la 2e génération. Et là, j'ai vu, en fait, mon enfance différemment.
Ah oui, certainement, certainement. Alors revenons à votre livre. On va pas essayer de faire le distinguo entre ce que vous avez créé et ce que vous avez pris dans l'histoire. On va juste parler d'Anna, puisque c'est elle qui va parler en fait, dans votre livre. Donc vous avez choisi une petite fille de 8 ans à peu près, non, c'est pas ça? Oui, ça commence quand elle a 6 ans à peu près. Ouais. Voilà. Ouais. Et je dois dire, la première des choses que je dois dire, c'est que quand on commence à lire le livre, du fait que c'est, et vraiment vous avez une idée très importante, très forte, parce que du fait que c'est une enfant, on rentre très facilement dans l'émotion, sans que ce soit de la mauvaise sensibilité. On rentre dans l'émotion, on rentre dans l'enfance et ça nous happe. Donc, je me suis demandé, est-ce que je lis comme une enfant? Est-ce que je pense que c'est fait exprès, quelques petites fautes d'orthographe, bien sûr, dans le livre. Et d'habitude, une coquille, une faute d'orthographe, ça me fait bondir. Et là, je savais que c'était Anna et c'était encore plus attachant, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous vouliez que Anna, parce qu'on a l'auteur là, donc je ne vais pas vous lâcher. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre? Ok, on a Anna, on a sa famille, il y a sa maman qui rit tout le temps, sauf sur sa photo de mariée. Alors ça, franchement, j'ai dit, moi, si un jour je rencontre Rachel Darmon, je lui pose la question. Parce que c'est vrai qu'en fait, les mariés riaient pas beaucoup sur leurs photos, souriaient pas beaucoup dans le temps. Ils avaient l'air sérieux. Mais tel que vous l'écrivez ou tel qu'Anna l'écrit, c'est quand même surprenant. Sa maman qui rigolote, si je me rappelle bien. Rigolote, exactement. Voilà, sa maman qui rigolote, sauf sur sa photo de mariée. Alors, je dis à nos amis et auditeurs que le livre, c'est tout comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie profondeur. Hein. Ne pensez pas que c'est un livre jeunesse. Et puis, tu d'un coup, un machin comme ça, un truc, une remarque. Et ça, d'abord, ça vous parle, parce que vous aussi, c'est la même chose. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, dans le livre, comment on fait les bébés. Vous voulez pas nous en dire deux mots, parce que c'est pas moi qui vais parler. Vous évoquez beaucoup de choses. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que au début, vous avez dit, c'est pas un livre jeunesse. Au début, avant de trouver donc l'éditeur à qui je rends hommage, qui est Folie d'encre, qui est donc Jean-Marie Ozanne, qui a reçu le texte, qui m'a appelé, qui m'a dit tu viens à Paris, tu signes, j'ai adoré. Au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que justement, il ne savait pas sur quelle catégorie le mettre. Il y a un côté qui est vraiment enfant, un peu le petit Nicolas, juif ashkénaze, avec beaucoup d'humour. Oui, j'ai vraiment voulu faire oui. rire parce que ça fait partie de l'identité juive qui est de se moquer. Enfin, se moquer, rire de la détresse et de la souffrance. Et en même temps, il y a ce côté quand même, le corps humain, enfin le corps de cette femme, c'est pas l'enfant qui parle. Et puis il y a la Shoah, donc c'est pas vraiment enfant. Et c'est pour ça que ça a mis. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça sortirait pas dans une collection jeunesse. Voilà. Mais par exemple, moi j'ai une petite fille de 10 ans et ça va pas tarder à ce que je lui fasse lire, certainement. Ouais. Ça, c'est certain. Mais. Bon, alors, ce que je voulais vous dire aussi à propos donc, de la mère qui rigole pas, en fait, je pense que quand on écrit un récit d'enfance, enfin, ce qui est, je dirais, paradoxal avec l'enfance, c'est que d'un côté, l'enfance est très commun. On a tous eu une enfance où on était à l'école, on avait le mercredi, on a les vacances, mais il ne se passe rien d'extraordinaire dans l'enfance. Et en même temps, l'enfance, chacun a son enfance, sa famille, son héritage culturel. Et je pense que quand on écrit un récit d'enfance, il faut choisir. On raconte une histoire qui va au-delà de l'enfance. Et moi, j'ai un peu pas réglé mes comptes, mais il y a beaucoup quand même de colère ou de tristesse et tout ce que j'ai ressenti sur mon enfance. Donc, je viens d'une famille où le père et la mère ne s'aimaient pas. Bon, ça arrive souvent, mais chez moi, c'était très présent. C'est aussi présent. On sent ce manque d'amour dans la famille. Oui. Et donc, je ne pouvais pas raconter une enfance idyllique parce que je pense que ça aurait été très, très ennuyeux. Toutes les enfances, tous les textes racontent, si vous pensez même, je ne vais pas me comparer, mais je veux dire, si je pense à Vipère au poing ou Poil de carotte, tous les récits d'enfance sont toujours à la fin quelque chose qui est... Oui, tout à fait, c'est vrai. Et là, ma mère, la pauvre, j'avais très peur qu'elle lise le livre, ça va, elle a aimé, mais c'est vrai que c'est un personnage. Tous, ce sont des personnages, j'ai changé les noms. Et bien sûr, j'ai pris des libertés avec les... C'est pas du tout historique, c'est après... Non, ça, je l'ai dit au départ. Voilà, c'est une création. Vous avez dit que vous aviez mélangé, et là, vraiment, on le lit pas comme on lirait une biographie. Voilà. Ouais. Cependant... Vous dites j'ai pris la liberté, moi je crois que je vais en prendre une parce que vous évoquez vos parents, je ne l'aurais pas fait si vous ne l'aviez pas dit, vos parents qui ne s'aimaient pas. On voit dans le livre il y a quelque chose là.
Comment est-ce qu'une enfant peut remarquer que ses parents s'aiment pas? Eh ben, c'est les souvenirs que je raconte. C'est ma mère encore une fois, vous savez, Freud dit que on déforme les souvenirs, que la mémoire change avec les années. Donc, c'est des souvenirs que j'ai peut-être recréés, mais je me rappelle que ma mère me disait toujours ne te marie pas avec le premier homme que tu rencontres, ne fais pas la même bêtise. J'ai jamais aimé ton père. C'était un discours que j'ai entendu. Peut-être qu'elle l'a dit qu'une fois et que ça m'a marqué, mais dans ma famille, moi, encore une fois, c'est l'enfant qui ressent. J'ai voulu montrer la Shoah, donc cette tristesse, la mort qui était là. On va en parler maintenant. Et ce manque d'amour, mais le montrer avec beaucoup, beaucoup d'humour. Il ne faut pas croire qu'on s'ennuie ou qu'on pleure. Ah non, pas du tout, pas du tout. On ne s'ennuie pas, on ne pleure pas. Je l'ai dit au départ, on rentre dans l'émotion, on rentre dans le rire, je l'ai dit aussi. Oui, bien sûr. Vous savez, je m'attendais tellement peu. Tout à l'heure, j'évoquais, alors donc c'est une petite fille, elle n'a pas de poitrine, on la regarde pas, et tout d'un coup, elle a des montgolfières. L'année d'après, elle a des montgolfières. J'ai adoré le terme de montgolfière, et tous les garçons, évidemment, n'ont Dieu que pour ça. Et ça, c'est tellement observé à l'aune de la vérité. C'est exactement ça, quand on est petite fille, puis à un moment, on se trouve encombré de ça, on ne sait pas quoi en faire, et pire que tout, la maman commence à parler d'un soutien-gorge, et nous, on est encore une gosse dans la tête, et ça, c'est émouvant, c'est drôle, et j'ai passé un très bon moment, oui, ça, c'est vraiment, il n'y a pas de... Et même, justement, on va en parler de la Shoah. Pour Anna, qui est donc dans cette famille, et quel est j'ai envie de dire, la partie du corps que vous avez préféré aborder? Oh, les seins, j'ai adoré. C'est vraiment mon texte. Donc je ne me suis pas trompée. Oui, non, vraiment, les seins, je trouve que tous les garçons devraient le lire d'abord. Parce que cette petite fille là, qui se retrouve un objet sexuel alors qu'elle n'a rien demandé, que ça lui arrive d'un coup, et que les hommes croient, parce qu'elle a une forte poitrine, on se permet de l'insulter dans la rue. Hein. J'écris à Paris en plus, donc c'est les vieux, les riches, les beaux, les moches, les clochards, tout le monde se permet de lui parler. Ça, j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup aimé. Mais il y a beaucoup les petits doigts, c'est marrant. Non, en fait, c'est parler du corps, mais c'est encore une fois parler un peu comme l'adolescent qui s'aime pas, qui se cache. C'est beaucoup de souffrance liée au corps. D'imperfection, Il y a qu'à lire la phrase où, je ne peux pas la citer comme ça, mais où elle parle de son grand nez, parce qu'il y a eu un grand nez. Je ne sais pas si c'est le terme grand, je ne me rappelle plus, mais parce que les Juifs avaient un grand nez, mais jusqu'en 41. Oui, liquidation totale. Il a été emporté de... Alors là, ça c'est vraiment, je vous le dis, ça c'est l'art de l'écrivain. Parce que ça peut tomber complètement à côté et on peut dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, quoi, elle est folle. Et on peut être pris. Et moi, j'ai été prise et des bouquins, j'en ai consommé. Donc moi j'ai trouvé ça, du point de vue de l'écriture, c'est pour ça que je pense que votre livre est bon. Du point de vue de l'écriture aussi, il y a quelque chose, ça coule, mais quand même c'est très maîtrisé. Parce que je ne m'attendais pas à lire, j'ai eu un grand nez, les Juifs avaient un grand nez jusqu'en 1941, et ça m'amène à vous poser des questions sur la Shoah. Cet enfant et la Shoah, si vous pouvez nous en parler. En fait, je vous ai donc raconté que je ne savais pas que j'étais de la deuxième génération. Ce qu'il y a de marrant, c'est que l'enfant, il prend le milieu dans lequel il vit comme naturel. Et donc, il y a aussi un souvenir que je raconte où j'ai découvert que les personnes âgées... J'étais persuadée que les personnes âgées parlaient tous une langue étrangère. Donc, chez moi, c'était le yiddish. Ma copine, sa grand-mère, parlait l'arabe. J'avais une autre copine, il parlait le portugais. Et la première fois que j'ai vu une personne âgée parler le français, j'ai dit, mais vraiment, c'est pas possible, regarde. Donc, l'enfant, pour moi, à la limite, tous les enfants étaient issus de l'immigration et tous les enfants étaient issus de familles qui avaient souffert. Et pour moi, la Shoah, c'était normal. C'était dans le passé, en noir et blanc, il y a très, très longtemps, on avait souffert. Mais vous êtes allé chercher dans ce passé noir et blanc ce que c'était que cette Shoah, quelle était sa spécificité? Oui, après, quand j'étais jeune, je pense comme beaucoup d'enfants, vers 14-15 ans, j'ai dévoré énormément de livres. En commençant par le journal d'Anne Frank, mais après j'ai lu beaucoup. Et oui, enfin j'ai beaucoup lu historiquement, mais je pense que j'ai pas fait des recherches historiques de ma famille, comme le livre, vous savez, Les Disparus, où lui il a vraiment fait heure par heure comme une enquête policière. Donc je sais, mon père m'a beaucoup parlé, je sais que c'est pendant
que son père était déjà avant dans un camp et qu'après sa mère a été prise pendant la rêve du Veldiv. Mais si vous voulez, c'était comme... ça faisait partie... Ce que j'ai voulu montrer, c'est justement la normalité d'une enfance qu'on croit normale. Et encore, moi, je suis née à Paris, bien longtemps après la guerre. Tout allait bien, on ne souffrait pas. Donc, mais malgré tout, c'était là. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé ça en Israël? Je veux dire, est-ce qu'en étant en Israël, en faisant votre alia, donc vous l'avez fait adulte, d'après ce que j'ai compris, à 20 ans, quoi. Oui, donc oui, ça justifie encore plus ma question. Est-ce qu'en venant ici, vous avez trouvé les mêmes rapports des gens avec la Shoah ici? D'abord, je dirais que je suis venue ici, parce que vous savez, après, au bout de 30 ans, on s'interroge sur les raisons de son alia. Quand on est jeune, tout est net, c'est le sionisme, c'est se réaliser. Et puis après, on se dit, maintenant, pourquoi moi je suis là et pourquoi mes amis sont revenus quand elles ont eu un enfant? Je veux dire, il y a le sionisme, bien sûr, mais il y a d'autres raisons. Et il y a aussi, si vous vous rappelez, il y a un des paragraphes qui parle de les gentils et les méchants. Oui. Et donc, en fait, moi, mon père, il m'a vraiment élevée. Enfin, j'ai été élevée d'un côté dans l'amour de la France, donc l'école républicaine, le respect, la laïcité. Mais il avait une grande rancœur. C'était avant Chirac et avant qu'on reconnaisse et qu'on demande pardon. Donc, il y avait vraiment c'était une dichotomie, une rancœur, une colère contre la France qui avait arrêté ses parents. Et très vite, je me suis dit, je ne pourrais pas vivre en France. Ça serait le Canada, ça serait Israël. Je ne veux pas grandir et être une citoyenne dans un pays où j'ai cette rancœur et cette colère contre l'histoire du pays. Donc, vraiment, quand 14 ans, j'ai su que je quitterais la France. Et puis, bon, mouvement de jeunesse, Israël. Et ici, non, ici, c'est un autre rapport. C'est une autre histoire, la Shoah. En Israël, je trouve que c'est peut-être... je suis prof et je trouve que des fois, c'est un peu... On en fait trop avec les jeunes, je pense. Ils l'apprennent à l'école, mais ça devient un sujet de bague. Des fois, j'entends dans les couloirs, regarde, il y a Auschwitz, la bagroute, il y a des choses qui, moi, me choquent. Mais qui sont choquantes, je comprends. Oui. Alors, vous aurez remarqué, Rachel, que je suis pas rentrée dans l'histoire elle-même. Je l'ai lu, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un carré de chocolat. Quand je déguste ça... c'est un gâteau. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit, au moment où j'allais parler d'une confiserie, je me suis dit, mais le titre... en effet, le titre, c'est le gâteau de Varsovie. Mais quand je l'ai lu, j'avais pas envie que quelqu'un ait déjà mastiqué la bouchée. Enfin, je donne trop de choses aux gens. Oui. Alors, vous avez évoqué le corps, et c'est vrai que j'ai vu et j'ai vraiment aimé... Puis, plein d'autres choses. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Mais je voudrais vraiment, je m'adresse à vous, chers amis auditeurs, lisez-le, achetez-le. Vous le trouvez naturellement à la librairie du Foyer à Tel Aviv, à la librairie Vice Versa à Jérusalem. Bien sûr. Et sinon, vous me contactez et j'essaye de vous le faire avoir. Mais vous rentrez là-dedans... tel que vous êtes, et puis vous devenez quelqu'un d'encore plus joli, d'encore plus, sincère, naïf. Naïf, oui. Il y a une sorte peux de le naïveté, dire. bien sûr, oui. C'est vraiment très beau, il faut le découvrir. C'est un livre, d'ailleurs, d'habitude vous me voyez toujours avec mon exemplaire, et je ne l'ai pas, je l'ai oublié en France parce que je l'avais mis à part. Donc c'est un très beau livre que je vous vraiment convie à lire. Et vous savez que je suis sincère et je remercie Rachel. On se reverra, Rachel, si vous le voulez bien. Pour vous écrivez autre chose en ce moment? Oui, là je suis sur un nouveau livre. Oui. Ah, bon, alors on déflore pas parce que ça c'est horrible. Moi, Aurore, quand on me dit t'écris quoi en ce moment, je sais pas quoi répondre. En ce moment, mais par contre, j'ai entendu que vous le faites, donc tenez-moi au courant. Avec plaisir. On se reverra et vraiment courez acheter ce livre, il est délicieux, il est magnifique. Merci Rachel Darmon. Merci. Au revoir. Au revoir.